Eh bien, bonjour à toutes et tous pour cette troisième webconférence du programme Octobre Rose. Alors, on est particulièrement contente ce soir avec Laure parce que c'est un sujet qui est tabou. Au début, quand on a commencé ces cycles de vie intime et sexualité, on avait peu de participantes et de participants. Et au fur et à mesure, on voit qu'on a réussi à libérer la parole et à faire que de plus en plus de personnes s'inscrivent. Aujourd'hui, il y avait à peu près 110 inscrites et inscrits. Donc voilà, il faut continuer parce que c'est un problème qui est un poids dans la vie des patientes. Donc c'est pour ça que ce soir, justement, pour continuer à libérer ces paroles, on va d'abord être entouré d'une patiente, donc Virginie, qui nous rejoindra pour un témoignage. Merci beaucoup Virginie d'avoir accepté de participer. On va vous faire monter ensuite. Colette, alors Colette qui est bien connue des webconférences et des gens qui participent aux webconférences de patients en réseau. Colette, donc toi, tu es co-responsable de mon réseau cancer colorectal, doctorante justement sur ce sujet de la vie intime. Et puis Sandy Boulanger, donc Sandy, bonjour, vous êtes sexologue à Paris. Et bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être parmi nous. Je laisse la parole à Laure. Alors très vite, quelques petits mots d'introduction. Moi, je suis particulièrement contente qu'on aborde ce sujet. C'est vrai que sur mon réseau cancer du sein, depuis finalement des années, on a un petit groupe qui s'appelle Vie intime et sexualité et où les patientes en fait partagent à la fois leurs questionnements, leurs trucs et leurs astuces. Mais ce soir, en fait, la chance qu'on a, c'est que Colette va pouvoir nous présenter des résultats d'une enquête, enquête qui a été déclinée dans différents types de cancers et donc avec à la fois une vision globale, mais aussi là une vision tout à fait, j'allais dire, précise sur l'impact du cancer du sein, puisqu'on sait bien que le sein, c'est un organe très particulier dans la vie des femmes, dans l'intimité et dans la sexualité. Et puis d'avoir l'éclairage des professionnels, c'est très important parce qu'on a à cœur aussi, au-delà de montrer nos besoins et les problématiques qu'on rencontre, de réfléchir et d'avoir des conseils, des solutions, parce qu'on est souvent désemparés, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Donc d'avoir en fait tous ces conseils, ça va nous faire beaucoup de bien. Donc on va d'abord donner la parole à Virginie, parce que je crois que ce qui est essentiel, c'est aussi d'écouter finalement les personnes. Donc bonsoir Virginie, merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire, donc, dans ton parcours de patiente, finalement, à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai des difficultés par rapport à mon intimité, ma sexualité? En fait, il y a eu 3 étapes. Donc moi, j'ai été soignée pour un cancer du sein en 2016. Donc ça fait 7 ans et je viens d'arrêter l'hormonothérapie après 7 ans. Donc il y a eu 3 étapes, on va dire 3 grandes étapes. La première étape a été la mastectomie, où c'était quand même très difficile d'avoir des relations sexuelles totalement, on va dire, confortables, parce que psychologiquement, on a une impression de perdre un peu de sa féminité. Enfin moi, j'avais pas du tout le cœur à ça, on va dire. Et puis après, il y a eu une deuxième étape qui a été très, très compliquée. C'était au bout de 6 mois de tamoxifène. Donc, entre-temps, évidemment, j'avais repris des rapports sexuels avec mon mari, tout se passait bien, enfin, du mieux qu'on pouvait en tout cas. Donc la deuxième étape, c'était l'hormonothérapie avec le tamoxifène au bout de 6 mois, où là, j'ai eu vraiment une baisse de libido que je n'avais pas avant. Et on avait quand même des relations sexuelles, puisqu'il y avait pénétration, il n'y avait pas de sécheresse vaginale, en tout cas avec le tamoxifène.
mais une baisse de libido. Voilà, et après, la troisième étape, ça a été les anti-aromatases, puisque j'ai été ménopausée, on m'a enlevé les ovaires. Et là, c'était sécheresse, désert de Gobi, hein, comme on dit. Donc voilà, et très peu de libido, quasiment pas. Donc voilà, quoi, c'est quand même, c'est évidemment les traitements, évidemment la peur aussi de la maladie. Enfin, il y a énormément de choses qui remontent. À la fois psychologiquement, émotionnellement et puis, fonctionnellement, on va dire que c'est quand même très très compliqué si on n'a pas de traitement. Donc on sent voilà effectivement des répercussions qui sont très concrètes, bien réelles et très complexes à vivre pour soi-même et puis pour le couple. Et du coup, dans la pratique, comment la question a été abordée avec l'équipe de soins? Comment ça s'est passé en termes d'accompagnement par l'équipe de soins? En fait, on m'en a pas parlé du tout, hein, de ces difficultés. Enfin, moi, j'ai pas eu du tout de discours accompagnant, le traitement. On m'a juste dit: «Voilà, vous prenez l'hormonothérapie, pendant 5 ans». Après, on me l'a prolongée 2 ans de plus, et c'est vrai qu'à chaque contrôle, on se focalise surtout sur la maladie et sur le fait qu'il n'y ait plus de tumeur et que voilà, on est finalement en vie, et c'est le plus important pour les médecins, ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que sur la partie sexuelle, on a du mal à en parler à l'oncologue, parce que lui, il est là pour soigner la maladie. Donc moi, j'ai eu quand même la chance de rencontrer le docteur Calais, qui est ma gynécologue, et qui m'a accompagnée pendant toute cette période. Elle m'a donné tout de suite des traitements, en fait, des gels, des ovules, des crèmes, on a tout essayé. Et puis, moi, ce qui me convenait le mieux, c'était le Mucogyn, que je mettais tous les 2 soirs, par exemple. Voilà. Donc, après, franchement, il y avait des cystites, il y avait des déchirures, enfin, c'est galère, hein, quand même, hein. Je ne vais pas dire le contraire, hein. Ouais, ouais, Donc, c'est sûr. voilà. Donc, je vous avoue que l'adaptation a dû se faire. Mm. Et là, justement, quel type de solution est-ce que vous avez trouvé, enfin, donc, pour toi ou aussi dans le couple, est-ce que vous avez trouvé des solutions finalement tous les deux pour trouver malgré tout, En fait, on a un beaucoup communiqué, on a beaucoup parlé, parce que moi, je voulais pas lâcher du tout, et mon mari non plus, bien sûr, et on a trouvé enfin, on s'est adapté, quoi. On a trouvé d'autres façons de faire l'amour, c'était plus tendre, c'était tout aussi tendre qu'avant, mais encore plus de caresses, on a en fait, évité les pénétrations. Je le dis, hein, moi, ça fait quasiment 6 ans que je n'ai pas pu être pénétrée. Je le dis, voilà, clairement, il faut en parler, enfin, voilà. Bon, après, j'ai plein de copines aussi qui ont vécu, la maladie, et qui ressentent exactement la même chose que moi, donc qui vivent exactement la même chose. Oui, ça reste une grande difficulté et c'est pas évident du tout d'intégrer ça, même si vous avez réussi à avancer tous les deux dans cette évolution. Donc, et du coup, quel message tu souhaiterais proposer en fait aux femmes aujourd'hui qui sont touchées par un cancer du sein, avec à la fois les chirurgies, l'impact au niveau de la poitrine, mais aussi les traitements et notamment ces traitements de long cours, parce que les médecins nous voient beaucoup quand on est à l'hôpital avec, par Ouais. exemple, des chimiothérapies, mais quand on est pendant effectivement plusieurs années plutôt à la maison ou avec son travail ou autre, mais avec les traitements d'hormonothérapie, on est plus isolé aussi sur l'accompagnement. Oui, c'est clair. En fait, ce qui serait vraiment bien, je pense, c'est que quand on prescrit, quand on nous donne l'ordonnance pour l'hormonothérapie, qu'on nous explique vraiment tous les désagréments qu'on va avoir. Je sais que ça se fait pas, je sais que la plupart des médecins disent: «Donc surtout ne lisez pas la liste des effets secondaires». Bon, évidemment, on se précipite sur la notice pour lire, ça c'est sûr. Enfin moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et puis voilà, à la limite, moi enfin après je fais partie des femmes qui aiment bien tout contrôler, et qui aiment les explications claires, nettes et précises, dans le mode d'emploi des choses. Donc, si on m'avait dit: «Voilà, vous allez avoir une sécheresse, vous allez avoir des difficultés, da 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 da», je me serais un peu plus préparée, on va dire, psychologiquement, et j'aurais eu une espèce de boîte à outils. Donc Mmh. le message que j'ai à faire passer aux médecins, c'est: dites-le, enfin prévenez-nous, et accompagnez-nous sur le sujet sexuel aussi, en disant: «Voilà, la bataille est en cours, ou alors elle est en train d'être gagnée, mais sachez que l'hormonothérapie, c'est génial, parce que ça va vous armer, c'est un pilier pour vous et tout dans la thérapie.
Mais il va y avoir des effets secondaires, notamment les douleurs articulaires, qu'on le dise clairement. Et qu'après, on nous propose une batterie de soins auxquels on va avoir droit ou pas. Après, ce qui est compliqué, c'est que tout ce qui est gel, crème, qui fonctionne quand même relativement bien, hein, mais c'est pas remboursé. Donc, ça coûte, c'est vrai. c'est un sacré budget. Hein. C'est Voilà. tout à fait, c'est tout à fait, j'allais dire une réalité, c'est que déjà on est peu informé. Ensuite, il y a quand même des choses qui sont proposées, mais avec un reste à charge important pour les personnes, et c'est un frein aussi à l'usage, j'allais dire suffisamment fréquent de ces différents produits et solutions, parce qu'il n'y a pas que des produits non plus. Merci beaucoup Virginie pour ce témoignage. Et en fait, on va passer la parole à Colette, puisque ça va être intéressant de mettre, j'allais dire, en perspective ton témoignage avec les résultats de l'enquête donc menée auprès des utilisatrices de Mon Réseau Cancer du Sein et plus largement de patientes qui ont répondu à cette enquête. Donc, merci beaucoup et je passe la parole pour Colette. Merci. Je dirais en guise d'introduction que vraiment ce que nous dit Virginie est vraiment totalement en ligne avec ce que l'on verra sur cette présentation. Vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai 62 ans. Si j'ai démarré un doctorat qui est vraiment un travail vraiment essentiellement, je dirais vraiment qui prend beaucoup d'énergie, alors que j'en ai pas beaucoup, c'est vraiment parce que j'ai été excédée d'entendre autant de femmes pour tout type de cancer dire toujours la même chose. Je ne savais pas que mes traitements auraient des impacts, etc. Et c'est vraiment, pour moi, faire l'amour, avoir cette intimité, c'est aussi important que la nutrition, que boire, manger. Enfin, ça fait partie de notre vie. Voilà, donc c'est vraiment important. Donc là, vous verrez cette enquête qui est vraiment assez édifiante et pour laquelle nous avons eu quand même 206 répondantes. D'accord, c'est vraiment très très intéressant. Ça s'est déroulé sur une longue période, hein, de septembre de l'année dernière au mois d'avril de cette année. Et donc vous voyez que bon, évidemment majoritairement les 69% c'est entre 40 et 60 ans, mais nous avons des différentes tranches d'âge, hein, les très jeunes et également les personnes beaucoup plus âgées. Alors quand même un message quand même d'espoir, hein, c'est-à-dire qu'il y en a 90% qui sont en couple avant le cancer et qui sont 76% en couple après le cancer. Donc c'est vrai que quelquefois on voit des chiffres très alarmants là-dessus, mais bon, les couples, il y a des difficultés, mais ça reste tout de même dans une fourchette. Voilà. Alors, donc en termes d'impact, on va entrer dans beaucoup plus de détails. Donc, nous nous sommes vraiment, comment dirais-je, concentrés sur l'avant-cancer et après la survenue du cancer, parce que c'est comme ça que l'on peut évaluer les choses. Et donc, vous voyez là, 56%, on a des chiffres qui sont au-delà de 50% pour tout ce qui est l'envie de faire l'amour, ressentir une excitation sexuelle ou ressentir du plaisir. C'est vraiment, c'est vraiment assez édifiant hein, comme chiffre. Et même au niveau des pratiques en solo, c'est-à-dire en termes de masturbation, vous voyez, on tombe de 94% à 61%. Alors évidemment, j'ai oublié de dire que cette enquête, on demandait aux personnes si elles étaient en traitement, après les traitements et tout ça. Bon, on n'a pas ce niveau, on ne présente pas ce niveau de détail, mais en tous les cas, on voit qu'il y a quand même une décroissance. Et pareil au niveau de l'utilisation des sextoys. Hein, parce que nous avons vraiment voulu regarder toutes les dimensions. Et quand on s'intéresse de façon plus approfondie aux impacts, mais de tout ordre, hein, parce que là, sur cette partie-là, vous avez les impacts, on peut dire d'ordre sexuel, et puis les impacts qui sont pas sexuels eux-mêmes. Je vous donne un peu l'évaluation. En fait, tout ce qui est absence ou baisse du désir, 72%. Donc c'est vraiment un énorme chiffre. Tout ce qui touche aux troubles de l'excitation, les douleurs dans la sphère urogénitale. Alors quand on parle de douleurs, là on parle aussi des problèmes comme nous l'a souligné
Virginie, des problèmes en termes de pénétration et tout ça. Perte de sensibilité dans la zone de la chirurgie, d'accord? Donc c'est surtout au niveau du sein, mais pas seulement, parce que en fonction de la reconstruction, d'autres parties du corps peuvent être touchées. Et donc 29% absence d'orgasme ou difficulté à l'atteindre. Et donc quand on regarde tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la fatigue, hein, c'est clair que la fatigue, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement impactant. L'image de soi, hein, parce que beaucoup, il y a cette mastectomie, la reconstruction. Beaucoup de patients parlent de leur reconstruction comme étant un ballon pour le sein ou une boule où on ne ressent plus rien. Donc c'est vrai que quelque part, ça n'aide pas. Et donc tout ce qui est douleur dont on a parlé tout à l'heure, et puis tout ce qui concerne la transformation corporelle. Donc j'ai parlé du sein, mais il y a la perte des cheveux à un moment donné, la perte ou la prise de poids, parce qu'avec les traitements, ça peut être un problème. Et puis bien évidemment les troubles de sommeil. Donc vous voyez, c'est quand même assez important. Et donc on s'est évidemment intéressé aux pratiques sexuelles. Alors là, bon, Virginie nous en a parlé. Au niveau de la pénétration, on voit qu'il y a une chute extrêmement importante. D'accord? On parle de 94 à 58%. Tout ce qui concerne les caresses sexuelles aussi, il y a une décroissance, hein, puisque 89-60. Donc, tout ce qui concerne le sexe vaginal, les caresses dans la zone génitale, le sexe oral, le sexe anal. Donc là, on s'intéresse en fait, on s'est intéressé ici aux personnes qui étaient en couple. Voilà. Donc on aurait pu l'élargir à n'importe qui, mais bon, on s'est concentré sur les personnes en couple, c'est-à-dire 153 répondants hein, étaient en couple. Donc vous voyez, la décroissance est vraiment extrême. Alors quand on voit ça, on peut se poser la question par rapport, je dirais, aux partenaires. Et là, ces femmes nous ont donné les impacts, la façon dont elles perçoivent les impacts sur leur partenaire. Donc là, il y a quand même des points positifs. Hein, 31% des partenaires qui sont créatifs pour adapter l'intimité. Ça, c'est essentiel. On en a vraiment besoin. 25% qui sont moins engagés et puis forcément le désir du partenaire est également impacté de façon quand même significative. Donc quand on voit tout ça, on se dit mais évidemment qu'on va nous en parler, évidemment qu'il y aura, on va nous alerter qu'il se passe quelque chose de façon à ce que, comme l'a dit Virginie, eh bien, on mette en place notre boîte à outils pour trouver des solutions. Mais pas du tout. Hein. Aucun soignant, 60%, qui informe de l'impact sur la sexualité. Et là, vous voyez, les oncologues, et c'est vrai, l'oncologue, son objectif, c'est de traquer la cellule cancéreuse. Hein, ça, c'est clair. Mais comme j'ai l'habitude de dire, si il posait la question à savoir comment ça se passe de ce côté-là, et de façon à ce que les patientes se sentent autorisées à en parler et dirigées vers le spécialiste en question, eh bien, ce serait vraiment formidable. Ils ont un rôle important puisque on le voit très, très régulièrement. Donc, c'est vraiment dommage, 18%. Les gynécologues, bon, Virginie a eu la chance d'avoir ce soutien-là, mais en grande majorité, ce n'est pas le cas. Ce n'est malheureusement pas le cas. Et puis, voilà, toute la chaîne, y compris les chirurgiens, c'est presque normal parce qu'on les voit juste à un moment très, très particulier du parcours. On ne les revoit plus vraiment beaucoup après. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc, de toutes les patientes, en fait, il y a 35% qui ont déclaré donc souffrir de troubles sexuels. Et tout au long de leur parcours, il y en a seulement 7%, et c'est vraiment édifiant comme chiffre, qui ont eu la possibilité de parler de leurs problèmes de troubles sexuels donc pendant leur parcours. Et donc, 56%, c'est à l'initiative de la patiente, d'accord? Seulement 4% par rapport, c'est le professionnel de santé qui en a eu l'initiative. Donc, vous voyez, il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup à faire. Et là, franchement, on n'est pas accompagné parce que 13% ont bénéficié de soins support.
et 1% seulement de consultation en sexothérapie. 1%. Donc, c'est juste dramatique, quoi. Et nous avons donc, bon, cette dernière planche, bon, nous avons plus de détails, bien sûr, mais là, je vais m'arrêter sur cette planche qui diffère en fait d'un cancer à l'autre. Par exemple, par rapport au cancer colorectal, c'est un peu l'inverse que l'on voit là, au niveau du cancer colorectal, mais ici, on évalue, on dit aucune information sur l'impact du cancer sur sa sexualité. En fait, on voit que quand même pratiquement 70% n'ont pas eu de cette information des plus de 50 ans. Donc, alors que voilà, il y a les moins de 50 ans voilà, ont eu ça, n'ont pas eu de l'information. Donc, il y en a plus qui ont eu l'information. Je ne savais pas que je pouvais discuter de troubles sexuels avec un professionnel de santé. Donc là, donc c'est seulement 7% pour les plus de 50 ans. Donc, on pourrait penser que voilà, là, nous avons 27%. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence vraiment par rapport aux générations. J'ai pu parler de mes troubles tout au long de mon parcours de soins. Donc, en fait, on voit qu'il y a seulement 13% au niveau des plus de 50 ans et pas du tout au niveau des plus jeunes. Et puis, tout ce qui concerne les soins de support, voilà, vous voyez, c'est vraiment très bas de toutes les façons au niveau de ces chiffres. Donc, tout cela vous permet de voir vraiment qu'on a besoin de Sandy, de tout ce soutien, tout cet accompagnement, parce que vraiment pas grand-chose n'est fait. Voilà, c'était mon... Alors, le dernier slide quand même, je vais le mettre. Voilà, donc... Voilà, c'est terminé pour ma présentation. Merci beaucoup. Moi, je rebondis sur le chiffre, sur le différentiel avec la tranche d'âge. Je ne savais pas que je pouvais en parler, etc. Là, tu vois, le 27% quand même des moins de 50 ans. Et je rebondis sur une des premières choses, au tout début des travaux que tu as initiés avec Cyril sur ce questionnaire, qui était de dire, en fait, probablement peut-être surtout quand on est jeune, on se dit, bah, de toute façon, ça marche, on est en forme dans sa sexualité, tout ça. Voilà. On n'imagine pas forcément que les traitements du cancer et le cancer vont jouer sur la sphère intime. On se dit, bah, cancer, on va faire une chirurgie, on va faire de la chimio, je vais perdre mes cheveux, je vais avoir de la nausée. Mais en fait, dans les idées, on va dire, un peu préconçues qu'on a quand on arrive comme patient, parce qu'évidemment, au début, on ne sait pas comment on va réagir, on n'a pas forcément dans la liste des impacts cet impact sur la sphère intime. Et je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que les patients les plus jeunes sont peut-être ceux il faut pas oublier de les informer. Absolument. De leur chaise, en fait. En plus, ils culpabilisent énormément en se disant, mais en plus, je déprime, je suis nulle, je n'y arrive pas. Enfin, bon, bref. Et c'est un cercle qui peut être peut-être un peu vicieux. Et quand on sait combien la sexualité est complexe, on va dire, dans son épanouissement, je trouve que c'est quand même intéressant de se dire qu'il n'y a pas d'âge pour la sexualité, mais il y a vraiment besoin d'informations pour tout le monde, et notamment pour les plus jeunes. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vraiment essentiel de les informer et de traiter le problème, quelle que soit la tranche d'âge. Mais non, n'oublions pas les jeunes, ça c'est certain. Donc, eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer la parole, à Sandy. À Sandy, il y a déjà des questions. Sandy, une question, puisqu'on a évoqué, grâce au travers du témoignage de Virginie, des outils contre la sécheresse, etc. Et Anne demandait, mais alors quand on n'a pas de libido, qui est totalement atteinte, est-ce qu'il y a des choses à faire? Et je suis sûre que vous allez nous expliquer tout ça, donc je vous laisse la parole. Merci de me recevoir et de passer ce temps avec moi. Je suis ravie d'être là parce que je pense avoir une grande complémentarité avec mon collègue Sébastien Landry, que j'adore, que je suis beaucoup, parce que nous avons des approches un peu différentes aussi. Moi, je parlerai beaucoup de théâtre érotique, c'est-à-dire que on a le corps, un corps malade ou qui a été malade, qui vit avec des effets secondaires ou des répercussions qui ne partiront pas. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Moi, j'aime assez qu'on puisse toujours avoir des possibles. Et c'est vrai que de comprendre qu'on peut mettre à disposition un monde érotique dans sa tête, un théâtre,
ça va nous permettre en fait aussi de faire face à tout ce qu'on ne peut pas faire, comme notamment la pénétration vaginale. Quand on a mal, ça sert à rien d'y aller. Hein. C'est pas parce qu'on va perdurer qu'on va croire que ça va se détendre ou non, pas du tout. Effectivement, il y a des techniques qui peuvent exister aujourd'hui, mais ça reste encore une solution déjà qui est très coûteuse et puis qui n'est pas une solution miracle pour tout le monde. Par contre, de pouvoir parler aussi de ce théâtre érotique, je crois que ça peut être intéressant pour vous. Alors, je veux bien qu'on mette les slides. Parce que j'avais fait faire un dessin il y a quelques années sur un congrès de gynécologues et je trouvais que c'était assez parlant en fait de comprendre ce que c'était en fait que cette histoire d'érotisme aussi, hein, parce qu'on en parle beaucoup. Voilà. Alors souvent on se dit qu'on n'a plus de libido, d'accord? Donc la libido c'est au niveau du bois. D'accord, il y a pas de bois et donc il n'y a pas de feu à allumer, qui est ce désir. Ok. Ensuite, nous avons une marmite. Cette marmite, c'est le réceptacle de l'excitation. Dans cette marmite, on va venir mettre différents ingrédients. Il y a de l'amour, il y a du sentiment, il y a du fantasme, hein, donc c'est ce que nos pensées vont venir nous dire. Et puis cet érotisme, c'est-à-dire tout ce qui va venir faire du lien sur ce qu'on pense, ce qu'on sent et ce qu'on ressent. Donc vous voyez que quand on n'a pas de bois, on n'a pas de libido, la question va être d'aller chercher du bois. Et ce bois, il n'est pas toujours sexuel, il n'est pas toujours érotique. C'est surtout en fait une pulsion de vie avant tout. C'est par exemple boire une tasse de son thé préféré. Et là vraiment, c'est de la pleine conscience de se dire ça, cette gorgée-là, elle est vraiment plaisante. Donc on va venir rééduquer son corps et surtout son mental à retrouver du plaisir. Et c'est pour ça que l'envie, en fait, on va pouvoir la retrouver en la contournant. Moi, j'aime assez être une alchimiste. Et moi, je suis sûre que vous toutes, vous tous, vous êtes des alchimistes aussi. Parce que vous ne serez pas là ce soir, sinon, vous seriez plutôt en train de renoncer, de baisser les bras. Et quand on est là à encore essayer d'aller chercher des infos, c'est qu'il nous reste du petit bois dans le bois. Donc ce petit bois, il faut être patient, il faut pouvoir le ramasser là où il est. C'est de pouvoir prendre une douche avec un savon qui a une odeur délicieuse, vraiment délicieuse. Et puis c'est pas parce qu'on n'a pas le moral qu'on va pas pouvoir quand même apprécier cette odeur-là, juste là dans cet instant. Le feu du désir, après, effectivement, c'est cette envie sexuelle et on sait tous comment fonctionne dans notre corps une envie sexuelle. Par contre, ça commence différemment selon les gens. Ça peut être effectivement un peu comme une coupe de champagne dans la tête. On a des choses comme ça, des idées qui pétillent, qui pullulent. Et puis après, on peut avoir le cœur qui bat plus fort. Et puis on peut avoir des picotis dans le bas du ventre. On peut avoir une lubrification ou une érection. Mais effectivement, quand nous n'avons plus de lubrification, il n'y a plus de papillons dans le ventre. Il n'y a plus de pétillement dans le vagin, donc on se dit que c'est foutu. Alors, pas du tout, parce que je voudrais quand même vous expliquer quelque chose d'essentiel sur le vagin et le pénis, d'ailleurs, parce que c'est la même chose, mais inversée. Ce qui est sensible dans le vagin, c'est l'entrée du vagin, vraiment le premier centimètre, et le fond du vagin. Au milieu, c'est comme un verre de mer. Il n'y a pas beaucoup de terminaisons nerveuses, mais avec notre tête, on s'est toujours dit que tout notre vagin était sensible et nous faisait du bien. C'est fou quand même, hein? Et le pénis, c'est pareil, c'est juste le gland et la base de la verge. Au milieu, verre de vase. Donc, quand on arrive à se dire que toutes ces années, on a réussi à se convaincre qu'on avait du plaisir partout, tout au long de notre vagin et de notre sexe, je crois qu'on peut se dire qu'on va être vraiment doué pour aller chercher du plaisir aussi autrement. J'ai envie de vous dire que le vagin, c'est un peu comme un fast-food. C'est un plaisir très facile, vraiment très facile. Voilà, il y a des terminaisons nerveuses, c'est par là souvent qu'on a commencé notre vie intime et sexuelle, donc on se dit que voilà, c'est facile, ça peut assouvir un peu les pulsions, les tensions, ça crée du lien, mais au bout d'un moment, quand on grandit en âge, on peut aussi apprendre à déguster de la cuisine plutôt gourmet. C'est-à-dire qu'au début, quand on va dans un restaurant étoilé,
on va se dire qu'on va payer une fortune pour manger 2 petits bazars ridicules et on va sortir, nous allons nous précipiter sur un fast-food pour essayer de compenser. Et puis au fil du temps, en fait, on se rend compte que, parce qu'on s'entraîne, cette cuisine gourmet, elle va venir nourrir tous nos sens. De plus en plus. Il va y avoir la vue, il va y avoir l'odeur, il va y avoir les couleurs, les textures. On devient en fait de plus en plus aguerri. Mais la sexualité, c'est pareil. Le vagin, le pénis, ce sont des choses très faciles d'accès et c'est extraordinaire jusqu'à ce que ça le soit plus. Mais c'est pas parce qu'on n'a plus accès au vagin et à la pénétration que du coup il n'y a plus rien. Il y a aussi des sensations qui peuvent être extraordinaires avec d'autres parties du corps. Je vais vous donner un exemple très très concret parce que je suis assez concret dans ce que j'ai envie de vous partager. On n'est pas obligé d'aimer la sodomie non plus. D'ailleurs, on a vu dans l'étude, plus que 6% pratiquent la sodomie. Alors, ils étaient 23 quand même avant. Donc, on comprend bien que c'est pas juste une vue de l'esprit. C'est aussi que c'est peut-être une position ou des sensations qui sont désagréables. Donc, on ne pratique plus la sodomie. Par contre, il y a une position qui est extraordinaire. C'est que la femme est allongée sur le ventre. Et elle a un partenaire qui généralement est un homme parce que nous sommes majoritairement des orientations hétérosexuelles, mais pas que. Cette position peut marquer vraiment dans tous les genres. Et l'autre personne, le partenaire, va venir s'allonger. Alors, pas de tout son poids non plus, parce que ça peut être un peu douloureux, mais de se poser en fait sur le dos et les fesses de la femme. Et en fait, il va y avoir comme si on pouvait recréer ce frottement, ce va-et-vient. Donc, soit on met la verge juste sur les fesses, pas dedans, mais sur les fesses. C'est comme si c'était à l'intérieur d'un vagin. Et nous, femmes allongées sur le ventre, on imagine que c'est aussi une pénétration. Et alors là, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un restaurant gourmet? Eh bien, on a une respiration qui s'accélère. Vous savez, comme dans Harry rencontre Sally. Notre respiration, elle va s'accélérer parce que c'est comme si on va aller chevaucher du plaisir. Et puis ensuite, on va aller imaginer dans notre tête que ce qu'on est en train de faire, c'est tout un tas de trucs que peut-être même on n'a jamais fait parce qu'on n'en a jamais eu le courage ou jamais la souplesse, mais que là, c'est quelque chose qu'on va faire. Et plus on va être connecté sur ce théâtre érotique, il se passe quelque chose dans notre corps et j'en rajoute, il faut être honnête, j'en rajoute avec ma tête. Mais c'est pas péché d'en rajouter dans sa tête et c'est pas trompé non plus. Au contraire, ce théâtre érotique, il va venir colorer tous nos rapports sexuels. Rapports sexuels qui veulent dire à la base, c'est une discussion qui est avec le corps, avec le cœur ou avec l'âme en fonction de son degré de complicité avec l'autre. Et quand on est en rémission sur le ventre, c'est pas possible, eh bien on se met sur le côté, en position de la cuillère. Ou alors, on peut se mettre aussi en position plutôt assise sur les genoux et l'autre vient derrière. Je crois qu'il faut juste, dans l'idée que je vous partageais, se dire que c'est l'exemple d'aller rechercher d'autres sensations que ce qu'on a l'habitude. Et souvent, c'est l'histoire d'un deuil. On va faire le deuil d'une sexualité d'avant quand on passe par un cancer. C'est fondamental à comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est épouvantable et qu'on s'en remettra jamais. Ça veut dire que la sexualité que nous avions avant ne sera plus pareille, mais elle peut aussi évoluer et devenir vraiment agréable, gratifiante et puis même très épanouissante. Je crois qu'on oublie de se dire aussi qu'on n'a pas une sexualité dans notre vie, mais on en a plusieurs, tous. On imagine souvent que les autres ont des sexualités extraordinaires, mais non, tout le monde vit des montagnes russes sexuelles avec ou sans maladie. C'est comme ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une évolution de leur sexualité vers le bas. C'est vrai, mais c'est la société aussi qui nous a beaucoup poussé à nous dire qu'à part les hommes qui adoraient faire l'amour comme Eddie Barclay, les femmes, on sait très bien que dans la société, voilà, passer 50 ans, fou. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce que vous disiez, Colette, sur l'étude. Je voudrais que vous compreniez quand même que 95% des patients, c'est une étude qu'avait faite le docteur Marion Pomerol, que je salue aussi, 95% des patientes attendent que ce soit un professionnel de santé qui aborde la question. Je connais beaucoup de professionnels de santé et de médecins qui vont vous dire que s'ils ne sont pas sexologues, ils n'ont pas l'expertise à poser la question. Et c'est effectivement ce que vous êtes en train de faire dans ces associations de fabuleuses, c'est de se dire, vous avez le droit de demander à être réorienté.
parce que on a besoin d'être accompagné pour pouvoir effectivement savoir choisir et au moins composer, même si on peut pas faire tout ce qu'on veut, de pouvoir quand même avoir accès à d'autres possibilités. Ok. Quand est-ce qu'on passe le cap d'accepter de reprendre sa sexualité? En fait, je crois que la douleur est quand même un signe très intéressant. Quand on a mal, c'est difficile d'imaginer avoir une sexualité. Donc, ce qu'il est préférable, c'est de garder une vie intime sur d'autres parties du corps qui ne sont pas douloureuses. C'est aussi le moyen de venir développer des zones érogènes secondaires. On en a beaucoup, on n'est pas tous égaux là-dessus, dans le sens où il faut parfois un peu plus de temps pour les réveiller. Mais toutes les parties de notre corps peuvent être érogènes, avec des degrés de plaisir différents. C'est vrai, je ne pense pas que l'orgasme du lobe d'oreille soit le même qu'un orgasme vaginal quand on a eu l'habitude d'être vraiment gratifié comme ça. Mais c'est vrai que il y a ce qui se passe dans la tête, et j'aime bien que on parle d'estime de soi, parce que quand on pense à faire son théâtre érotique, on pense un peu moins à l'estime de soi, justement. Et que si on a du mal avec son corps, moi, je crois qu'il faut l'habiller. Il faut le parer comme une princesse. Il faut lui mettre du voile. Il faut lui mettre du parfum. Il faut lui mettre du bijou. Le théâtre érotique, c'est aussi une façon c'est une œuvre d'art. L'amour peut devenir une œuvre d'art. Dans les œuvres d'art, des fois, on voit pas tout, hein. Et des fois, même, c'est flou. Et les canons de beauté ne sont pas si fabuleux. De mettre une petite chaîne autour de sa cheville, vous n'imaginez pas à quel point ça vient donner déjà des informations sur comment est-ce que l'autre va nous regarder, nous toucher, comment est-ce que nous on va se sentir. Une chaînette à la taille, même si on a effectivement des douleurs, c'est justement venir séparer cette partie-là. Ça permet de l'habiller. On n'y touche pas, ça existe, mais on n'y touche pas. Et c'est vrai que dans ces cas-là, vous allez devenir un peu l'initiatrice de la sexualité. Et là, c'est complexe, parce que ça veut dire que si je deviens initiatrice de la sexualité, qu'est-ce que je vais penser de moi? Qu'est-ce que va penser l'autre de moi? Est-ce que je suis une salope? Est-ce que je suis une pute? Est-ce que j'ai le droit d'aimer tout ça? Et si je ne sais pas comment mettre en place mon théâtre érotique, comment je vais faire? Ben oui, c'est des grandes questions. Comment je vais faire? On va prendre son patience, on va être curieux. C'est comme de déguster de la cuisine gourmet, c'est comme d'apprécier la musique classique ou l'art. On n'est pas tous sensibles à l'art de la même façon. Petit à petit, chacun fait son bonhomme de chemin et va aller chercher les plaisirs qu'on peut avoir. C'est pour ça que je voulais vous montrer aussi cette présentation, c'est que ce n'est pas que sexuel. Cette stimulation du plaisir et du désir est ce qu'on va mettre dans sa marmite d'excitation. Et que si on n'a pas trop d'excitation, on fait comme Harry qui rencontre Sally, on active un peu notre respiration parce que ça va nous permettre en fait de nous connecter aussi à l'autre et de passer un moment agréable, surtout quand on parle de sexualité. Parce que l'autre, il faut pas croire qu'il a aussi envie de la même sexualité qu'avant. Il aimerait bien, elle aimerait bien, parce que ça veut dire que rien de tout cela n'existe et en même temps, c'est pas le cas. Donc, quand on fait pas l'amour, il faut pouvoir en parler. Il faut vraiment pouvoir en parler. Et ça se parle jamais dans le salon, hein. Ça se parle dehors. Quand on est en terrasse ou quand on est dans une brasserie, jamais à la maison. Je voulais vous montrer la deuxième slide. Super, merci. Ok. Quand on parle de relations intimes et de relations sexuelles, peut-être on parle pas toujours de la même chose. La relation sexuelle, c'est une relation où on n'est pas obligé d'avoir de l'affect. D'accord? Une relation intime, il va y avoir de l'affect, même s'il n'y a pas du toucher de sexe. J'aimerais qu'on puisse se dire aussi que des préliminaires, ce ne sont pas des préliminaires, ce sont déjà avoir une relation intime. Parce qu'après tout, où ça commence et où ça s'arrête. Donc, ce qui serait des préliminaires, pour moi, ce serait de s'envoyer des messages enflammés, de décrire un truc qu'on aimerait faire, de se mordiller le lobe d'oreille en descendant comme un souffle sur le long de ta colonne vertébrale. Ça, pour moi, c'est un préliminaire. Peut-être que ça peut être le matin à 8h52 et que le soir à 18h12, ce petit message va avoir créé un peu de pensée, d'atmosphère, et même si on n'est pas débordante d'excitation, il y a quelque chose qui s'est mis en place.
il faut pouvoir dialoguer aussi sur le fait que faire l'amour, c'est pour être bien. C'est pas pour maintenir quelqu'un à côté de soi. C'est comme si on dialoguait. C'est un dialogue, cette relation intime. Mais on va dialoguer avec le corps qui est fatigué, avec le corps qui a des effets secondaires, avec le corps avec lequel on est fâché parfois. Parce que pétard, c'est quand même un peu fort cette histoire, cette expérience à traverser. Donc on est fâché, mais en plus on voudrait jouir quand même. On est un peu des dictateurs aussi. Moi, je crois qu'il faudrait essayer d'avoir un peu le choix, d'accepter que des fois, il n'y a pas trop de possible pour le moment, que ça va être des périodes, et qu'on va continuer à développer avec de la confiance, de la bienveillance, du respect, de l'empathie, de la compréhension, de l'écoute. Mais non, je ne vous fais pas le descriptif du paradis, je vous jure que ça existe sur Terre. Et les proches aidants dans le couple, parfois, ils ont l'air comme ça de pas être partants pour, mais finalement, quand on les drive un peu, quand on devient un peu cette initiatrice, ils vont se laisser aller, ils vont se laisser accompagner. C'est dur de renoncer à une sexualité qu'on avait avant, même si c'était pas le Pérou, d'accord? Mais comme on ne l'a fait plus, on l'imagine que c'était le truc extraordinaire du monde. Mais c'était peut-être pas toujours très bien non plus. Donc c'est de toute façon une chance d'avoir accès à une autre forme de relation. Et quand on n'est pas en couple, eh bien, c'est le moment justement de pouvoir être initiatrice d'une relation, d'une intimité et d'un érotisme fabuleux. Ça s'apprend. Il faut assumer d'être une salope éthique de grâce. Assumer qu'on a du plaisir, assumer qu'on a du désir, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais qu'on va quand même y réfléchir. Parce que quand on regarde autour de nous, tout ce qui est maintenant le cinéma, l'art, la musique, vous avez des audios aussi beaucoup qui sont développés. Tout ça est fait pour venir alimenter ce qui se passe dans notre tête et de pouvoir continuer à augmenter en fait notre capacité à pouvoir respirer et à chevaucher du souffle. Ça, franchement, quand on s'imagine chevaucher du souffle, je crois qu'on est dans quelque chose de très érotique, de très, c'est moi qui suis à l'initiative d'eux, et viens chérie darling, je t'emmène sur ma licorne de respiration. Est-ce qu'un tel réseau existe? Alors, oui, la question c'était en fait, une de Fabienne nous demande si en fait on peut retrouver des ressources si on n'a pas été guidé par son équipe de soins. Où est-ce qu'on peut trouver un sexologue, oncosexologue? D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous pouvez nous préciser d'ailleurs finalement les différentes personnes qui peuvent nous accompagner? Et finalement, ce qu'elle décrit, c'est que parfois on a l'impression qu'il peut y avoir un peu, c'est pas facile de se repérer et de savoir si les gens sont véritablement bien, quel type de formation, ou s'ils comprennent notre problématique par rapport au cancer, par exemple, parce que c'est vrai que il y a la maladie, il y a les chirurgies, il y a les traitements qui impactent. Donc, est-ce que c'est important de votre point de vue que la personne qu'on va rencontrer pour nous épauler sur ces questions autour de la sexualité connaisse un petit peu le cancer ou pas? Est-ce que vous avez voilà des réponses, des guides, des orientations à nous donner là-dessus? Alors, c'est vrai qu'un sexologue est une personne qui a suivi un cursus universitaire, donc qui a une base physiologique aussi qui est très développée, mais s'il n'est pas médecin, il n'y aura pas d'auscultation. D'accord? Donc, dans un monde idéal, il aurait été bien que tout gynécologue soit sexologue, ça aurait été fabuleux, mais c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute une profession qui s'est développée autour. Donc aujourd'hui, un sexologue n'est pas forcément médecin, mais va être à même de comprendre ce qui se passe dans la physiologie pour pouvoir proposer des traitements non remboursés, bien sûr, sur tout ce qui est des crèmes, par exemple, des ovules, mais ne pourra pas le faire comme un médecin non plus. Et puis, il y a une autre catégorie dont je fais partie, qui sont les sexothérapeutes, c'est-à-dire que c'est à partir de la parole et du monde érotique que l'on va apporter d'autres formes de solutions. Je crois qu'il est essentiel, effectivement, que la personne que vous alliez voir, le professionnel, soit au courant de la maladie. Typiquement, parce que c'est pas rien et qu'effectivement, on n'envisage pas les mêmes accompagnements avec des personnes qui sont traitées ou qui ont eu un cancer que les autres. C'est effectivement pas pareil. Déjà parce qu'au niveau psychologique, ce n'est pas pareil.
Ça n'a absolument rien à voir. L'estime de soi, quand on traverse ou on a traversé un cancer, n'a rien à voir avec celle de quelqu'un qui n'a jamais vécu cette traversée du désert. Donc oui, parce que quand on travaille dans ces sphères-là d'intime, c'est main dans la main et cœur à cœur en fait. Il y a quelque chose de justement de l'ordre de l'intimité qui se crée dans la relation. Et c'est parce que cette relation est intime et thérapeutique que ça permet effectivement d'aller explorer des facettes de soi qu'on n'aurait pas osé explorer. Et souvent on reste justement à je vais continuer à faire l'amour comme je faisais avant parce que je me raccroche à quelque chose de moi qui était accessible. Mais du coup, il va falloir souvent s'ouvrir à d'autres formes de sexualité. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas impactées dans leur sexualité. C'est vrai. Bon, bah voilà, c'est comme ça. C'est pas une punition, c'est pas non plus une loterie, mais c'est qu'est-ce que j'en fais? J'en reviens à cet alchimiste. Hein. Et vous voyez, quand on parle effectivement des nuisettes, des soutiens-gorge sexy, oui, mais carrément. Mais on peut le faire à deux aussi, c'est-à-dire que l'autre n'est pas obligé du coup de se mettre nu aussi. C'est qu'on peut garder un peu de vêtements, ça peut devenir un jeu, ça peut être rigolo, de rentrer justement un peu dans quelque chose de différent. Je crois que beaucoup la sexualité, ça ressemble un peu à un gratin de pâtes. Parce que quand on est jeune étudiant, c'est le truc archi facile à cuisiner, on trouve ça très bon, c'est facile, et puis des fois après, voilà, quand on est fatigué dans notre vie active, on continue le gratin de pâtes, mais au bout d'un moment, le gratin de pâtes, on s'en lasse, quoi. Et puis on découvre des épices. Voilà, on grandit, on découvre des épices, on découvre d'autres recettes. La sexualité, ça va être ça aussi. Bien sûr que ça demande des efforts, mais carrément, parce que quand on est grand, nous ne sommes pas des oisillons à gaver. Il y a un endroit où justement, il faut se sortir les doigts, il faut être curieux, il faut y aller. Et oui, c'est fatigant parce que il y a la fatigue, il y a les douleurs, mais oui, carrément, bien sûr. Et alors ? Est-ce qu'on arrête tout pour autant? Au moins d'avoir des espaces du possible. Et dans cette intimité, c'est parfois aussi du toucher. Parce que de garder ce contact, on l'appelle tendre d'ailleurs, c'est un toucher tendre. Mais pourquoi serait-il tendre? Pourquoi est-ce que ce toucher ne pourrait pas se transformer en quelque chose de très érotique? Et pourquoi, si moi j'ai pas envie de faire l'amour et que j'ai mal partout, pourquoi est-ce que je ne permettrais pas à mon partenaire d'avoir un échange comme ça tactile de caresses qui se termine par une masturbation? Que soit je pourrais lui offrir, soit il pourrait se faire et que moi je sois là à regarder, mais ça c'est d'une intimité à pleurer quand même aussi. Donc il y a vraiment des formes d'intimité qui nous touchent au plus profond du cœur, et quand on grandit dans cette intimité, on se rend compte aussi que le plaisir de l'autre vient aussi faire du plaisir chez nous. Ça, c'est la règle du tantra, du Tao, et on n'a pas besoin de se retrouver dans des postures d'hindou, pas du tout. Hein. C'est une histoire de connexion, on est ensemble, on va vraiment se sourire, se regarder, mais qui fait ça dans son intimité? Qui va vraiment se regarder les yeux dans les yeux? Vraiment? Qui va s'embrasser sur les lèvres? Encore, et avec la langue, et s'embrasser le cou? Parce qu'on est rentré dans des schémas qui sont vraiment... devenus assez restrictifs, normatifs, alors que c'est une discussion. Oui, quand l'intimité est dans un sens, oui, alors c'est un danger. Je sais pas ce que ça veut dire un danger. Ça veut dire que c'est que l'autre qui prend du plaisir. Dans ces cas-là, c'est pas de l'intimité. Mais souvent, il faut quand même se réaliser que dans le couple, on n'a pas les mêmes mondes érotiques, hein. Non, mais attendez, les amis, ce serait facile, sinon on serait tous hyper épanouis. Mais l'autre, cet autre, souvent, il n'a pas le même monde érotique que nous. Ça veut dire qu'il n'a pas envie de faire l'amour comme nous, et il n'en a pas envie au même moment. Et en grandissant, il ne suit pas non plus la façon dont on a envie, sachant que parfois, soi-même, on ne sait pas de quoi on a envie. Donc, quel est le sens d'être avec quelqu'un si on n'arrive pas à pouvoir créer une intimité, même si c'est pas la mienne, même si c'est pas la sienne, mais on en crée une au milieu. Vous savez, c'est la voie du milieu. Il y a mon monde à moi, ce que je veux, il y a son monde à l'autre, et ensemble, voilà. C'est comme si on faisait un jardin. Ouais, la sexualité, ce serait alors comme un jardin. Moi, j'aime le style anglais, l'autre, il est plutôt jungle. Ok, on va faire une jungle dans un jardin anglais. Alors, le conjoint va voir ailleurs. Ah oui. Mais le conjoint, souvent, quand il va voir ailleurs, c'est pas que une histoire de cancer. C'est que c'est de toute façon quelque chose qui aurait été dans le couple. La menace
de si on ne fait pas l'amour, je te trompe, ça mérite une pichenette dans les trous de nez. Parce que c'est pas une menace. Bien sûr qu'il y a de la frustration, c'est évident. Mais de cette frustration, on peut en être un alchimiste. Et justement, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux t'offrir un massage et du coup, voilà, bah moi ça me donne du plaisir et voilà, je vais me masturber parce que c'est pas sale, mais on sera ensemble, donc c'est pas comme si je me masturbe tout seul dans mon coin, dans ma douche ou c'est ça aussi un moment d'intimité. C'est accepter que parfois on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Ouais. Et là, aller voir ailleurs, mais peut-être que ça se négocie aussi dans le couple. Et de se dire, bah, t'es trop malheureux, tu as besoin d'aller voir ailleurs. Bon, ben, je sais pas si je pourrais l'accepter. En fait, je crois que ça me dévasterait. Bah oui, parce qu'on est réduit à un objet sexuel dans ces cas-là. Ça veut dire que si je ne fonctionne plus, à quoi je sers? Mais c'est fondamental de se poser ces questions-là dans le couple. Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui a juste besoin aussi d'un vagin chaud et humide? Moyen, hein? Et après, le couple, c'est complexe. C'est aussi cet équilibre. Des fois, on n'a pas les moyens non plus de partir parce qu'il y a trop d'enjeux. Donc, cette sexualité ne doit pas être un enjeu dans ces cas-là. Il faut être assez conscient aussi de qu'est-ce qui se joue dans ce couple et qu'est-ce que la sexualité veut dire. Souvent, la sexualité, c'est une lutte de pouvoir. Bon, quand même, quand on le sait, c'est pour ça que c'est bien d'être un peu accompagné, quelques séances par un pro de la sexualité, parce que ça permet de mettre en lumière comme ça des choses qui sont assez chouettes et du coup, on comprend mieux. Ouais, on comprend mieux. Sandy, moi, j'ai deux questions. Une première pour répondre à Géraldine qui parle de... Voilà, qu'en est-il en fait, qu'on s'est lié à la ménopause. Et en fait, ce que je voudrais juste rappeler, c'est que, notamment dans les prises en charge de cancer du sein, il y a beaucoup de situations de ménopause qui peuvent être induites par les traitements, qui peuvent être induites par des chirurgies. Par exemple, certaines jeunes femmes, on va leur proposer de façon très précoce, en fait, une chirurgie préventive au niveau des ovaires pour réduire un surrisque familial ou choses comme ça. Et donc, pour certaines, c'est incroyablement violent parce qu'on leur dit rien. On leur enlève les ovaires et on leur dit même pas que ça va avoir un impact quand même assez considérable dans leur ressenti physique et bien sûr sur leur vie intime et sexuelle. Et en fait, je crois que le mot même et puis la ménopause qu'on traverse toutes dans notre vie de femme en fonction de l'âge, elle est finalement peut-être, est-ce qu'elle est accentuée par les traitements, etc. Mais en tout cas, c'est souvent un peu un épouvantail, ce mot ménopause. On en a, je pense, peur. Enfin, que dire? Est-ce que finalement, ça nous met direct sous une espèce de couvercle en se disant, bah, de toute façon, la pauvre, elle est ménopausée. Est-ce qu'on peut lutter contre la violence en fait de ce couvercle? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'envisager la ménopause? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes plus mûres qui ont l'air d'être très sereines et très épanouies. Donc, est-ce que vous avez voilà, des messages aussi pour qu'on envisage peut-être cette ménopause et ses répercussions un peu autrement, pour un peu réduire cette espèce de gifle qu'on ressent avec ce mot finalement? Bah, déjà, au niveau sociétal, aujourd'hui, on se rend bien compte que la santé de la femme a quand même été la grande oubliée de la santé, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors, ok, on a encore beaucoup de progrès à faire, mais aujourd'hui, quand on a des symptômes de ménopause, que ce soit précoce ou pas, on va de plus en plus avoir, dans les mois et les années à venir, de solutions pour accompagner les symptômes qui ne sont absolument pas dans notre tête, hein. On est bien d'accord, hein. Ce n'est absolument pas somatique. Donc, avant, on ne prenait pas en compte ces symptômes-là et c'était, voilà, t'étais une femme, t'avais ça et puis c'était fini. Qu'aujourd'hui, pas du tout. Donc, effectivement, on va venir toujours prendre soin des douleurs qu'on peut avoir au niveau vaginal, mais aussi des bouffées de chaleur, donc, tous ces effets secondaires qui vont bien sûr avoir une répercussion sur notre intimité parce que quand on a envie d'avoir un rapport et que d'un coup, on se retrouve à suer comme un bœuf, c'est pas très glamour et ça donne plus du tout envie jusqu'à ce qu'on arrive avec un théâtre érotique, un partenaire qui est aussi très très drôle et avec qui on va vraiment pouvoir rigoler de ça et surtout le transformer en quelque chose de beau. Et que même si on fait une petite pause,
de 10, 15, 20 minutes, mais qu'on continue quand même à discuter, à être nu ou à moitié nu, et puis voilà, à siroter un petit sirop en grignotant une petite pomme, le lien, il est toujours là. Ça ne va pas casser le moment. Donc oui, la ménopause aujourd'hui, qu'elle soit précoce ou avérée physiologique, on va de toute façon pouvoir l'accompagner de mieux en mieux sans que ce soit une fatalité. Et ça veut dire aussi que soi-même, personnellement, nous avons à intégrer que nous avons le droit d'avoir une intimité sexuelle, nous avons le droit de ne pas en avoir envie un certain temps aussi. C'est pas parce qu'on est des femmes que nous sommes des grottes humides et chaudes à pénétrer et que si nous perdons cette fonction, nous ne sommes plus des femmes. Pas du tout, du tout. Mais ça permet de se dire que ça va être une période. On va pas mettre ça de côté, on va pas la subir. C'est que là, non vraiment. Bah oui, Virginie, comme vous le dites, c'est ça, c'est sueur nocturne. C'est pas terrible, c'est évident. Et en même temps, on n'a pas tous un partenaire à côté qui va pouvoir vous dire bah attends, mais viens, je vais t'éponger, je vais te masser, et où du coup ce moment épouvantable va être quelque chose de beaucoup plus sympa, quoi. Mais c'est plus une fatalité, c'est vraiment en train de changer. Et je crois qu'il y a un endroit où il faut encore faire des deuils. Voilà, quand on est ménopausé, c'est le temps du deuil, hein. C'est le temps de se dire bah voilà, je n'ai plus ça, quel que soit notre âge. Donc ça fait de moi une femme différente. Et notre société aujourd'hui, et je pense qu'on porte tout ça ce soir. On n'est plus juste à jeter parce que on n'a plus de règles et au contraire on peut tout aller à la piscine avec Simone. J'aimerais qu'on pense aussi à toutes ces femmes qui ne sont pas en couple. Je le dis parce que dans mon travail de recherche, il y a beaucoup de femmes qui sont pas en couple et se posent la question de rencontrer un nouveau partenaire. Souvent, elles vont sur un site de rencontre. Évidemment, les partenaires en question ne pensent qu'à une chose, bien c'est le sexe en fait. Et en fait, elles expliquent aussi le fait que elles ne peuvent pas aller au lit avec ces personnes-là sans leur dire la réalité parce qu'elles ont des cicatrices, voilà. Donc c'est une vraie problématique en fait tout cela. Donc, oui, et c'est une problématique. Alors moi, pour le coup, dans mon cabinet, depuis 15 ans maintenant, je reçois des hommes et des femmes, d'accord? Ce que j'entends beaucoup ces dernières années chez les hommes, c'est qu'ils ne se retrouvent plus non plus dans le mythe de la virilité tel qu'il a été guidé jusqu'à maintenant, et qu'il y a beaucoup d'hommes, bah, forcément, qui vont se retrouver avec des troubles de l'érection, et qui vont avoir envie de développer une autre forme de sexualité puisque celle-ci ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas que des hommes qui sont des bâtons de joie à garnir des grottes humides et chaudes, hein. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit un peu ouverte par rapport à ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont envie de faire ça, mais pas tous. Il y a des hommes qui sont comme ça, mais pas tous. Et qu'effectivement, quand on explique au contraire, qu'on va réussir parce que soi-même, on va être convaincu que cette intimité, elle va être extraordinaire et on va pouvoir toucher Dieu si on veut, tellement ça va être fabuleux. Mais l'autre n'a qu'une envie, c'est de se laisser guider aussi dans ses expériences. Donc si moi, je parle des fétistes, en me disant que bah voilà, personne ne veut de moi, de toute façon, je ne peux plus faire l'amour comme avant, donc forcément, je vais pas faire l'amour, bah c'est pas vendeur. Alors que si je me dis que je suis un vrai cadeau du ciel et que justement, je suis en train de développer une autre façon d'être érotique, et que je suis beaucoup plus créative et beaucoup plus dominante, hein, parce qu'au début, il faut dominer. C'est ça, c'est pas touche, ça, c'est comme ça, et là, c'est pas là. Bah oui. Mais ça plaît beaucoup hein, aux partenaires, souvent. Et plus on est sereine, et ça demande du temps, c'est vrai, mais plus ça va être juste. Donc, la question toujours, c'est est-ce que je le dis avant qu'on fasse l'amour ou pas? Et moi, j'entends les deux cas de figure. Il y a des femmes qui n'ont rien dit, mais elles étaient tellement dans s'assumer. J'enlève que ce que j'ai envie d'enlever, je garde les habits que j'ai envie de garder. N'oublions pas quand même qu'on peut avoir des culottes fendues. Ça permet quand même de garder sa culotte, de maintenir des cicatrices tranquilles et en même temps d'avoir quand même accès aux lèvres si elles ne sont pas douloureuses. Et puis c'est un peu rigolo. Voilà, c'est de pouvoir jouer avec ça. On n'est pas tous très développés encore là-dessus, mais ça se développe. Ça se développe. Il y a des lectures, voilà, il y a de plus en plus de nourriture aujourd'hui qui permettent de revenir sur quelque chose de joyeux parce que la sexualité, c'est joyeux. C'est pas facile, mais c'est pour ça que vous êtes là, vous aussi, en tant qu'association, c'est que
où que je sois aujourd'hui, dans la France entière ou dans les pays francophones, je vais pouvoir entendre tout ce que vous partagez à n'importe quelle heure. C'est fabuleux. On n'avait pas ça avant quand même, hein. Non, mais c'est ça qui est génial. On est d'ailleurs ravis et merci pour ces partages parce que c'est c'est plein d'espoir, c'est plein d'idées. Je pense qu'on voit aussi dans les questions et les partages sur le chat combien c'est utile. Je me posais une question là, c'est pour, j'allais dire suite à des échanges qu'on avait pu avoir entre patients entre guillemets experts. Je me souviens, c'était sur les bancs d'université des patients. Et je me souviens d'un des patients qui était là, très sympa, plutôt beau gosse d'ailleurs, qui disait, bah, lui, en fait, ses cicatrices de son cancer, c'était presque un atout de charme pour la drague. Et du coup, nous, les patientes, on était un certain nombre à plutôt se dire, ah ouais, parce que nous, on vit pas forcément la cicatrice sur notre sein ou sur notre ventre de la même façon. Et je me posais la question de ça aussi, de finalement apprivoiser et voir peut-être autrement ces cicatrices que comme un corps abîmé, mais plutôt aussi un corps qui a vécu des épreuves, etc. Et je me dis, mais finalement, les hommes ont visiblement peut-être une façon d'aborder leur corps et ses cicatrices dans leur intimité, leur façon de les présenter plutôt comme un atout. J'ai vécu des trucs durs et tout, je suis un homme fantastique, costaud, tout ça. Et je me dis, mais finalement, est-ce que justement dans votre expérience, les femmes ont plutôt tendance à vraiment se dire, non, mais moi je me sens abîmée, ou au contraire, c'est de dire, finalement, ok, elle est pas si mal cette cicatrice ou cette reconstruction, et je l'assume. Comment vous, est-ce que vous voyez, voilà, ce que je veux dire, et si vous avez une expérience là-dessus? Alors, je sais pas si c'est genré. Moi, je crois que c'est une histoire déjà de structure psychique et de mental, mais on peut tous utiliser ça, même si au début on n'en est pas convaincu. C'est un peu la méthode Coué, mais c'est effectivement une très bonne technique pour en rire, en rajouter et devenir à l'aise avec. Donc, il y a des hommes et des femmes qui savent en jouer. Je pense à des femmes qui ont des reconstructions à plat, par exemple, où du coup, des fois, c'est un parcours du combattant d'avoir une reconstruction à plat, parce que on est peut-être un peu poussé par le corps médical à avoir une reconstruction mammaire et du coup ça devient vraiment une fierté parce qu'on a dû se battre pour avoir cette reconstruction à plat. Et donc du coup voilà, il y a du tatouage qui va venir fleurir. Ouais, c'est l'alchimiste, hein, j'en reviens encore à ça. Hein. Ça nous tombe pas tout cuit du ciel, c'est vrai. On a d'autres choses à gérer, c'est vrai. On a eu beaucoup d'angoisse, ok. Mais alors à quoi ça a servi tout ça? Si c'est pas pour mettre un peu de poudre brillante sur ce qu'il y a de notre vie. On n'est plus ce qu'on était, on est ce qu'on est, mais on ne sait pas ce qu'on sera encore demain. Et peut-être ça peut être quelque chose encore de beaucoup plus passionnant que ce qu'on avait l'habitude de vivre. Donc oui, ça demande du temps, mais il faut pas un certain talent. Je crois que c'est de pouvoir s'autoriser aussi à assumer et puis peut-être certaines personnes ne vont pas les assumer, ils vont dire moi j'assume pas du tout, mais bon voilà, hop et voilà, tada, je te montre tout d'un coup. L'humour toujours. Vous savez, moi je travaille beaucoup en soins palliatifs depuis très très longtemps et l'humour a toujours été un pied de biche ouvreur de cœur. Parce que quand on en est là, on en est là, c'est le bout du bout, là c'est le bout. Enfin, on peut plus négocier quoi. Mais la seule chose qu'on peut encore négocier, c'est la douceur avec laquelle on va être dans ce souffle. Donc ça aide quand même. Mais l'humour, c'est pas cynique, hein. C'est pas du cynisme, hein. C'est vraiment être avec, rire avec et non pas de soi. Mais parce que c'est ça qu'on cherche dans l'intimité. Ou alors on est dans une lutte de pouvoir. Je veux récupérer mes droits, mais on n'est pas à la CAF. C'est sûr. Après, moi, je voulais aussi repartager quelque chose parce que finalement, c'est juste pour dire un peu comme une notice de médicament. On va pas forcément avoir toutes les mêmes réactions à tel ou tel traitement et on va pas forcément avoir toutes les mêmes réactions à tel ou tel traitement de cancer du sein. Pour vous donner des exemples concrets, pour certaines femmes en chimio, en fait, vous savez, on perd nos cheveux, mais c'est-à-dire qu'on perd aussi tous les poils. Donc, on peut aussi se dire, waouh, on est carrément, mais douce de chez douce, quoi. Donc, pour certaines d'entre nous, dans ces périodes complexes, ça peut être aussi des moments où bon, c'est peut-être pas tout le temps, pas le même rythme, on est fatigué par les traitements,
Mais c'est pas parce qu'on est en traitement, en chimio, en chirurgie, qu'il n'y a pas des possibilités d'être bien dans l'intimité, d'avoir des relations sexuelles, et de voir, de se dire mais finalement c'est cool, je n'ai jamais été aussi douce que ces mois-là. Après ça repousse de partout, bon, mais voilà. C'est juste pour dire que on n'a pas forcément toute la même façon de vivre l'ablation du sein ou la chirurgie du sein. Certaines vont avoir besoin de le cacher, de le couvrir, d'autres au contraire vont être dans le besoin d'être nature entre guillemets. C'est aussi donc là où je voulais en venir, c'est que voilà, il n'y a pas une façon de réagir, on ne réagit pas forcément toutes pareilles dans le temps aussi du parcours de soins. Et la question que je voulais poser, c'est justement en face de nous, il y a quand on est en couple, il y a le ou la partenaire qui peut-être a pas forcément la même dynamique de réaction que l'autre. Donc est-ce que vous avez là aussi des conseils parce que comme on nous en parle pas de ces répercussions sur l'intimité et la sexualité, on n'a peut-être pas forcément les bons réflexes. Est-ce qu'il y a un peu des messages clés à partager justement ce soir? Parce que ça sera donc en replay, je le redis, donc on retrouvera ces échanges dans toute la francophonie, donc très largement. Voilà. Est-ce que vous avez un message aussi pour se dire qu'on a à explorer soi-même ce qu'on vit et comment on le ressent, mais peut-être aussi apprendre à le partager autrement dans son intimité, dans son couple. Ça, ce sont des discussions qu'on a toujours en dehors de la maison. Toujours, toujours. Il y a un début de phrase qu'on utilise en mode de thérapie imago, qui est une thérapie de dialogue de couple. C'est de commencer sa phrase par « j'imagine que ». Et donc, parfois, quand cet autre en face de nous est une personne qui ne parle pas de ses émotions, ce qui est souvent le cas, c'est de pouvoir dire à sa place, bah, tu vois, j'imagine que tu as peur. J'imagine que de traverser cette maladie, tu oses à peine te dire que je pourrais en mourir et que du coup, tu fais comme si ça n'existait pas. J'imagine que toi, la façon de me soutenir, c'est de faire comme si je n'étais pas malade. Vous voyez, c'est de poser des hypothèses. Et du coup, il y a un endroit où tu te dis, bah voilà, j'imagine que pour toi, d'avoir envie de faire l'amour comme avant, c'était de dire que ça y est, ça va aller mieux et que on est dans une bonne dynamique. Vous voyez, j'imagine que ça permet vraiment d'avoir une qualité de dialogue qui est chouette. Après, effectivement, moi j'ai envie j'avais écrit un modèle de CDD. Un contrat d'amour à durée déterminée. C'est-à-dire que dans cette période, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais dans cette période-là, il va falloir qu'il y ait du cadre. C'est-à-dire que tu dois me demander comment je me sens sans me regarder dans le blanc de l'œil toutes les 2 secondes. Vous voyez? Et d'être, mais je remettrai, si vous voulez, je vous enverrai ce modèle de contrat qui est drôle quand même à la base, mais il n'est pas drôle à écrire, hein. Parce que tous les patients à qui je l'ai partagé, ce sont des moments d'introspection où on se marre en pleurant quand même, parce qu'on va au fond des choses. Et que oui, je vais être épuisée, mais j'attends de toi que tu n'arrêtes jamais de me proposer d'aller nous balader. Même si je te dis non 150 fois, n'arrête jamais de me proposer. Vous voyez, ce sont des termes d'intimité qui vont aller jusqu'à la sexualité, mais pas que, et qui vont effectivement permettre d'être plus clair. Plus on peut mettre de la clarté, et plus on est serein, en fait. Parce que l'autre, souvent, n'est pas bien. Il sait pas comment le vivre, comment le dire, comment le gérer. Donc, on fait surtout comme si de rien n'était. Et c'est pas par manque d'empathie ou de sympathie. C'est par manque de gestion émotionnelle. Et on adorerait que l'autre nous prenne en charge un peu. Quoique, pas toujours. mais ce contrat d'amour à durée déterminée, parce que c'est une période de vie, franchement, c'est une bonne idée, mais pas à la maison. Merci beaucoup. Alors Sandy, moi j'écoute avec vraiment beaucoup d'attention. Vous aviez dit effectivement que vous aviez une approche un peu différente. On a fait effectivement des webconférences avec le docteur Opomerol, avec Sébastien Landry, etc., qu'on vous engage à revoir aussi sur les replays parce que c'est très complémentaire. Votre franc-parler est super. Merci beaucoup pour ce moment. Alors,
en vous écoutant, on a quand même l'impression, pour le cancer du sein, que c'est beaucoup une sensibilité féminine. Or, le cancer du sein est peu fréquent chez les hommes, il touche 1% à peu près. Et donc, Cyril posait la question, est-ce que ces problématiques, et en plus, le sein, c'est un organe qui est féminin, entre guillemets, vous les avez rencontrés chez les hommes? Est-ce que vous avez rencontré des patients malades? Et est-ce qu'ils avaient cette même façon de réagir et ces mêmes problématiques? Non, pas du tout. Parce qu'effectivement, on se dit que le sein, c'est féminin et que d'être touché dans son sein quand on est un homme, eh ben, c'est qu'on n'est pas un homme. Et en fait, vous voyez, ça aussi, c'est quand même une grosse croyance de se dire que la zone primaire érogène d'une femme, c'est son sexe et ses seins, mais pas chez l'homme. Ce n'est que son sexe. C'est un peu fou quand même. Alors que c'est qu'une histoire de téton où il y a là aussi des terminaisons nerveuses chez tout le monde et qu'une femme n'est pas forcément très sensible au téton et un homme non plus, mais il peut l'être sacrément. Donc, c'est inversement, en fait. D'être touché d'un cancer du sein quand on est un homme, c'est que ça touche notre virilité parce qu'on a une maladie de femme, dis donc. Vous vous rendez compte? C'est dingue, hein? Alors que ce n'est pas ça. Qui a dit ça? D'aucune montagne n'est descendue sur une tablette l'histoire que... Non, un cancer du sein, c'est un cancer du sein. Nous, avec notre tête, on se dit que voilà, on perd notre féminité, mais en fait, vous le voyez bien en plus chez vous. Tout cancer vient atteindre l'estime de soi et l'image corporelle. Tout cancer. Donc du coup, forcément, un homme qui est touché par un cancer du sein, bah, il va y avoir sa virilité qui va être touchée, mais il aura quand même certainement aussi des effets secondaires des traitements. Oui. Alors on partage, il se trouve que sur mon réseau cancer du sein, on a un petit groupe, les hommes aussi, où il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais on en a quelques-uns. Et pour le coup, comme ils sont pas nombreux, souvent on tisse des liens un peu privilégiés. Du coup, je partagerai volontiers quelques retours de certains d'entre eux. La première chose, c'est qu'on se dit, bah, les seins d'un homme, c'est moins important que les seins d'une femme. Bah, pas forcément. Et en fait, typiquement, l'ablation du sein de l'homme, bah, ça fait un trou. En fait, ça fait un torse qui est différent. Et pour le coup, ils mettent pas de soutien-gorge. Ils ont pas d'artifice. Donc, pour aller à la piscine ou se baigner, c'est pas si évident que ça, en fait, d'avoir un torse opéré. Donc, il y a aussi, bien sûr, des reconstructions mammaires qui peuvent se faire chez l'homme. Donc, c'est important de le dire. Et les traitements peuvent être aussi avec des sensations de bouffées de chaleur, de choses comme ça. Donc, c'est particulier. Et c'est vrai que souvent, quand ils sont en salle d'attente, on dit Madame Untel alors que c'est Monsieur. Donc, c'est tellement inversé. Ils sont noyés dans ce rose et c'est pas si simple. Mais l'autre chose que je trouve amusante aussi dans les retours que j'ai pu avoir, c'est qu'en fait, quand ils tombent dans ce monde de patientes, et en fait, généralement, ils se disent, mais en fait, c'est vachement sympa, on parle beaucoup, je suis coucounée, je fais du dragon boat avec ces dames, c'est hyper sympa. Et en fait, ils sont souvent, quand ils sont dans nos associations, en tout cas, généralement, ils apprécient pas mal l'interaction et ils se mettent à parler beaucoup aussi. Donc, c'est assez rigolo. Les alchimistes, hein, vous voyez, hein, on a tous cette capacité à être des alchimistes. Souvent, on attend un drame pour que ça nous arrive, mais oui, c'est être des alchimistes, hein, c'est vrai. Et vous savez, on n'a pas parlé non plus, mais c'est ce que vous avez montré, Colette, dans votre étude, c'est que parfois aussi, le simple fait d'avoir un orgasme est douloureux. Donc, du coup, on ne peut pas orgasmer, parfois, dans des moments de notre vie, mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, mais homme comme femme, c'est qu'on peut avoir différents degrés d'orgasme, et je ne vais pas vous dévoiler un scoop, mais peut-être un homme peut avoir un orgasme sans éjaculer. C'est-à-dire qu'il peut, même sans avoir d'érection, avoir un orgasme. Donc du coup, surtout passé 40 ans, parce que avant le corps est un peu immature, et voilà, c'est une histoire de palais de gourmet encore, hein. Mais quand on sait qu'on peut avoir différentes sortes d'orgasmes, privilégions les petits orgasmes. Alors, si d'avoir un gros orgasme, c'est douloureux, ok, mais ayons d'autres formes d'orgasme. Et comme ça, on continue à alimenter cette chaîne du plaisir. C'est comme voilà, de boire son thé préféré, de manger du foie gras ou je ne sais pas, mais il n'y a pas de petits plaisirs. Et c'est souvent parce qu'on a des accumulations de petits plaisirs qu'on peut en vivre des un peu plus grands. Mais Cyril est certainement déjà un alchimiste. Alors moi, si vous permettez, j'aimerais bien donner la parole à Virginie
pour, enfin, si elle le souhaite aussi, si elle accepte, pour savoir du côté patiente, si elle a des questions, des remarques, des choses effectivement qui lui ont plus parlé, etc. Oui, merci beaucoup en tout cas d'abord pour cette étude qui est remarquable. Merci beaucoup Colette. J'y ai participé, donc je peux dire qu'elle est remarquable et que Colette a passé énormément de temps sur ce sujet, avec beaucoup de bienveillance et des questions toujours très justes et posées en toute pudeur. Merci Sandy, parce que j'ai appris plein de choses, donc c'est super. Je vais m'y mettre dès ce soir. Avec plaisir. Et vous n'êtes pas obligé de penser à moi. Non, vous n'êtes pas obligé de penser à moi, mais vous pouvez, on ne dira rien. Non, mais bon, j'aime bien l'idée du théâtre érotique. Alors, moi, je disais souvent à mon mari, il faut que je fasse appel à ma boîte à fantasmes. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans ma vie sexuelle et où j'étais bien, donc j'ai essayé de rapatrier tout ça dans le cerveau et dans l'émotionnel. Mais bon, c'est pas facile hein, quand même, hein, parce que on n'est pas du tout préparé à cette coupure de libido quand même. Hein. Voilà, donc même si effectivement le mental peut beaucoup jouer, il faut que le corps suive et puis il faut pas lâcher. Voilà, ça c'est sûr qu'il faut pas lâcher. Je pense que quand il y a de l'amour et de la communication, c'est ça la clé. Mais encore faut-il pouvoir le faire avec son partenaire. Voilà, et puis merci Oriane pour l'organisation et puis Laure pour le réseau qui m'a sauvée déjà en 2016 et qui sauve tellement de femmes et qui aide tellement de femmes depuis qu'il a été créé. Voilà, non, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup en tout cas. Et dans les remerciements, je ne veux pas oublier quelqu'un qui a été essentiel dans la construction de cette enquête, qui est mon partenaire, si j'ose dire, dans mon réseau cancer colorectal, puisque nous formons un couple, Cyril Saros de Mentières, hein, parce que nous avons commencé par le questionnaire du colorectal, qui a été la base, qui a permis de développer les autres questionnaires. Donc, merci à toi, Cyril, pour ce super travail. Voilà. Merci beaucoup. Bah, écoutez, c'était une très belle, webconférence. On postera le replay très prochainement et effectivement, si Sandy, tu peux nous partager ce contrat là, je pense qu'on pourra le mettre et puis effectivement, si tu as des adresses ou des contacts particuliers, on pourra les partager aussi dans le replay. Merci. Avec Sandy, je crois que vous aviez une slide de ressources. Oui, parce que je suis en train de finir des audios érotiques spécifiques aux femmes qui ont traversé un cancer qui s'appelle Sensoriel. Ça devrait sortir d'ici 15 jours maintenant. Voilà, donc pour novembre, c'est sûr, ce sera en place. Donc, c'est un livret qui vous accompagne à travers 10 audios. Il y a de l'hypnose beaucoup dedans et c'est justement pour retrouver des sensations, remeubler un théâtre érotique, qu'on soit feng shui ou plutôt anglaise ou jungle. Mais c'est aussi une histoire d'être des alchimistes et je vous souhaite d'être encore et toujours des alchimistes. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On va finir on va commencer cette soirée qui s'ouvre à nous sur vos paroles et vos conseils. Et puis, je souhaite à tout le monde une excellente soirée.